Alors, bonjour et bienvenue dans ce petit vidéo spécial de fin d'année qui ne réinvente vraiment pas la roue, mais ça me tentait bien de vous le faire. Donc, en cette toute dernière journée de 2022, évidemment, les vidéos top de l'année de lecture foisonnent et je me suis dit que, bon, j'allais peut-être ajouter un peu d'eau au moulin avec tout ça. Ce qui fait que je vous ai concocté un petit top 10 de mes lectures de cette année. J'ai mis un ordre parce que c'est plaisant de faire l'exercice, mais en fait, pour moi, ça a tout été des lectures marquantes, pas mal au même niveau, mais pour différentes raisons. Et puis, j'ai également des mentions spéciales parce que, bon, top 10, c'était plus dur d'y arriver. Mais c'est une année qui a été marquée par une année comme en plusieurs morceaux. Donc, un début d'année un peu sur les chapeaux de roue, l'année des grands changements, l'année au niveau personnel d'une certaine période sur le neutre, disons. Et une année, je ne pensais pas que j'allais poursuivre la lecture tant que ça, alors que c'est quelque chose que j'adore, qui non seulement me plaît, mais qui, j'ai l'impression, fait un peu partie de ma personnalité. Puis j'avais vraiment l'impression que j'allais pas être en mesure de continuer à lire. Et la chose dont je suis vraiment fière en 2022, en fait, c'est d'avoir réussi à continuer à trouver du plaisir dans l'acte de la lecture. Donc, vraiment avoir mis le plaisir en avant. Donc, diminuer la pression, y aller au feeling, relire, vraiment m'inspirer des fameuses 10 règles du lecteur de Daniel Pénac. Donc, arrêter un livre si ça ne me plaît pas, sauter des pages, relire. Bref, ça a été, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à poursuivre. Et puis, je suis bien contente parce que c'était pas parce que ça me faisait peur dans le sens où j'avais l'impression que je devais quelque chose avec qui que ce soit. Simplement que ça me fait vraiment du bien quand je lis. Donc, ça m'a permis de me recentrer un peu me faire des petites périodes où je me recentrais un peu sur moi. Donc voilà, c'est pas, ça a été une année où j'ai finalement lu beaucoup, mais c'était pas nécessairement un objectif de nombre. C'est juste contente d'avoir lu en 2022. C'est un petit peu inattendu. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans ce fameux top 10. Et je réalise que c'est également l'année de la bibliothèque parce que en ce moment, je me suis dit que j'allais vous les montrer, les livres, mais j'en ai que très peu avec moi parce que je les ai tous soit empruntés en format audio, en livre audio en fait, à la bibli ou en format papier, puis je ne les ai pas encore acquis. Alors voyez-vous que c'est possible quand même d'avoir des coups de cœur et de ne pas nécessairement les acquérir juste parce qu'on on les adore. Cela dit, il y en a quand même que je sais qui vont se faire une place dans la bibli. Alors voyons, j'arrête de digresser. J'essaie de voir si votre patience va durer. Et on va commencer donc sans plus tarder par la 10e position de ce top. Là, comme je vous dis, les positions, c'est vraiment... En tout cas. Donc, j'y vais d'abord en 10e position avec un album jeunesse assez remarquable qui s'appelle Trèfle. C'est par Nadine Robert et Kin Leng. C'est édité chez Comme des Géants. Et c'est une très très belle découverte, un album jeunesse un peu singulier qui est un peu comme un genre de roman graphique pour les tout petits. On va y suivre Trèfle, qui est un personnage de petite taille, là, un peu minuscule, un peu niveau tire-lutin, là, qui vit un peu comme fait des bois, et qui va devoir apprendre à prendre des décisions par elle-même. Bon, si on regarde ça comme ça a l'air d'être quelque chose qui est un petit peu bon, pontifiant, livre d'apprentissage, et vous savez mon non-amour de cette approche-là. Mais finalement, non, en fait, c'est qu'elle va partir à l'aventure et dans les circonstances, va devoir se fier sur elle-même seulement pour prendre des décisions et c'est super bien fait. En plus, l'univers visuel de Kin Leng est vraiment exceptionnel. Donc, à la fois la construction des personnages, du personnage principal, la façon d'approcher justement le côté insécurité, indécision, mais vraiment par la fiction, sans souligner à grands traits, et tout ça est supporté par quelque chose de tellement poétique et tendre qui est l'univers visuel de Kin Leng. C'est ce qui a fait pour moi que ça a été un coup de cœur. Ensuite, en 9e position, celui-ci je l'ai. Alors, vous excuserez mon accent parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lus en version originale. Donc, voilà. Donc, c'est Ain't Burn All the Bright de Jason Reynolds avec Jason Griffin, je crois. Ouais, Jason Griffin au visuel. Et il appelle ça un manifeste. C'est un peu c'est comme un manifeste poétique pour dénoncer la place que la communauté afro-américaine n'a pas au sein des États-Unis. Ça suit bien entendu
tout ce qui s'était passé avec Floyd, celui qui malheureusement a été tué par un policier, et puis également les disparités, les inégalités que la COVID-19 a pu faire ressortir encore plus grand. Donc, c'est assez intéressant. C'est basé sur, dans le fond, je vais reprendre une petite partie, mais ça dit, c'est que c'est un manifeste qui, dans le fond, montre what it means not to be able to breathe and how the people and things at your fingertips are actually the oxygen you most need. Donc, ce que ça veut dire de ne pas être en mesure de respirer pour toutes sortes de raisons. Dans ce livre-ci, on sent que c'est la COVID qui est là, mais c'est également la société qui est étouffante. Et comme quoi, c'est vraiment les personnes proches de nous qui sont en fait notre oxygène. Donc, je ne vais pas tout vous remontrer, mais c'était vraiment un univers particulier, un univers visuel particulier parce que c'est de la poésie en découpage. Donc, je suis désolée pour l'éclairage. La poésie en découpage, donc c'était vraiment impressionnant. Alors ça a été un coup de cœur. C'était remuant, mais c'était vraiment un coup de cœur inconditionnel. Donc, ensuite, on y va avec la 8e position. Et celui-là, ça a été également une surprise que ce soit un coup de cœur. J'en ai tellement entendu parler sur les réseaux. Et j'avais, je pense, un petit peu décidé d'avance que j'allais peut-être pas aimer ça. C'était un peu comme du fantastique. Puis je me disais, bah, c'est moins mon genre. Et oui, c'est le fameux The House in the Cerulean Sea de T.G. Klune. Ça a été édité en anglais en version originale chez Tor, mais c'est également traduit en français aux éditions de Saxus, donc pour ceux qui voudraient le lire. Et cette histoire-là, ça a été une histoire bonbon où on va aborder la différence, la nécessité de demeurer vif et ouvert d'esprit, justement, comme quoi la différence peut vraiment être une richesse et nous sortir finalement d'une prison de régularité dont on n'avait pas nécessairement conscience. Donc, je vous en dirai peut-être pas plus parce que l'histoire est bien connue. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié là-dedans, évidemment, c'est la bande de personnages qui était fabuleuse. L'évolution du personnage principal qui était, bon, qu'on souhaitait puis qu'on sentait venir, mais qui était quand même vraiment, vraiment intéressante. Puis l'intégration, justement, du fantastique qui se trouvait à être incarné par des pouvoirs particuliers, mais c'était pas nécessairement magie, là. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. C'était surtout centré sur les relations interpersonnelles puis l'importance, en fait, là, de l'humain puis de l'accueil de l'autre dans toute sa complexité. Donc, voilà. Ensuite, en 7e position, j'ai enfin lu, ça faisait des années que je voulais lire, The Graveyard Book de Neil Gaiman, qui a également été traduit en français. C'est chez Albin Michel Jeunesse, c'est sous le titre La vie rêvée de Nobody Owens, je crois. Non, L'étrange vie de Nobody Owens. Et ça également, ça a été particulier parce qu'évidemment, Neil Gaiman, dans la plupart de ses romans, on a tendance à l'associer à une atmosphère Tim Burtonesque du nom du réalisateur Tim Burton, parce qu'en fait, Tim Burton a repris plusieurs des livres de, de Neil Gaiman, mais c'est plutôt l'inverse, donc c'est ça. Mais bref, oui, c'est encore là, on va suivre Nobody Owens qui va grandir dans un cimetière, qui est un être humain, mais qui va grandir parmi les fantômes. Pour différentes raisons. Et on va suivre, dans le fond, sa quête d'identité, qui n'est pas nécessairement évidente. Et bien entendu, une quête de rétablir l'ordre établi, parce que bien évidemment, c'est encore un peu du fantastique, donc il y a comme un déséquilibre entre le bien et le mal, et il va contribuer à ça. C'est fait tout en finesse. C'est intéressant parce que justement, on n'appuie pas à grands traits sur le fait que certains personnages sont des fantômes. On va vraiment plus faire ressortir l'humanité, entre guillemets, de ces personnages-là. Parce que bien sûr, les fantômes, ça se passe dans un cimetière, donc les fantômes en tant que tels, ce sont simplement des humains qui sont décédés et dont les âmes occupent encore le cimetière. Donc, c'est sûr que c'est quand même intéressant. On va chercher vraiment ça. Évidemment, c'est un roman un peu de coming of age. Donc, comment, à un moment donné, on a la nécessité de se définir par rapport à nos proches. Puis quand j'imagine qu'on est un enfant comme ça, qui grandit parmi des gens qui sait ne pas être ses parents biologiques, comment on arrive à se définir là-dedans, comment on arrive à prendre sa place et tout ça. Donc, ça m'a vraiment, vraiment charmée. Ensuite, pour la 6e position, ça va en faire sourire certains parce que j'en ai parlé plein de fois. Heureusement que je me suis dit que j'allais lire avant la fin 2022 parce que oui, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud chez École des loisirs
fait partie de ce fameux top. Donc, je viens tout juste de le finir, en fait, puis j'ai été complètement sous le charme, ce qui veut dire que les attentes que j'avais étaient élevées, mais on y a répondu très bien, avec beaucoup d'habileté et de sensibilité. Et je suis encore soufflée, en fait, par l'histoire. C'est sûr que c'est un roman jeunesse. Ça s'adresse aux jeunesses. La seule chose, peut-être petit bémol, que je dirais quand même s'il fait partie indiscutablement de mon top 10, c'est que la fin s'adresse plus particulièrement, on dirait, aux adultes. Donc, évidemment, pour rappel, c'est un livre, j'en ai parlé, je vous en parle dans le vlog que vous allez voir après cette vidéo spéciale-là. Mais pour rappel, on va y suivre ici, donc on fonctionne dans la forêt, on est dans la forêt de Belle-Écorce et on va y suivre Archibald Renard, qui est le libraire de la forêt, qui tient une librairie dans laquelle les gens peuvent venir déposer leur manuscrit, qui est absolument, c'est comme un manuscrit par personne, dans le fond, l'histoire un peu de leur vie ou le livre qu'ils ont envie d'écrire. Et ce manuscrit-là peut être acheté par quelqu'un, mais il y a seulement un exemplaire. Donc, on va suivre Archibald Renard, qui va tenter d'aider son ami Ferdinand Taupe, donc ce sont les deux ici qui sont là, à retrouver son manuscrit parce que Ferdinand Taupe vient d'apprendre qu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, donc évidemment de l'Alzheimer. Et il est à la recherche désespérément de qui est Maude, qui est quelqu'un qui, on dirait, qui voit, qui a des flashs, puis tout ça. Puis il aimerait ça retrouver ses souvenirs, puis il sait qu'il a écrit justement ses mémoires, elle s'appelle Les Mémoires d'Outre-Terre, et ils avaient apporté à la librairie, mais malheureusement, quelqu'un vient les acheter et Archibald Renard n'a pas de mémoire de qui les a achetés, alors qu'habituellement, il note toujours tout. Donc, ils vont partir tous les deux à la recherche de cette personne-là. Ça va bien sûr être à la fois une aventure, donc peut-être que pour les enfants qui sont plus jeunes, ça va rester au niveau de l'aventure, donc on va aller retrouver certains lieux, des indices qu'il avait trouvés dans les affaires de Ferdinand Taupe pour essayer de retrouver finalement qui est cette fameuse Maude et où est le manuscrit qu'il cherche. Mais on va également voir évoluer la maladie de l'oubli-tout et son impact sur Ferdinand Taupe. Donc, ça va être aussi un rapport un peu de proche aidant que Archibald Renard va avoir avec Ferdinand Taupe. Et en même temps, il va avoir la révélation d'un secret de famille ainsi qu'une quête d'identité. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les personnages sont extrêmement bien construits, la plume est vraiment tendre, ça me fait un peu penser, en fait, pas du tout parce que c'est des animaux, mais c'est une plume où il y a des dialogues, mais quand même beaucoup de descriptions, mais c'est aussi bien fait que, aussi évocateur en fait, que quand on lit par exemple les Anne de la Maison au Pignon Vert, où en fait c'est juste que ça nous fait complètement imaginer dans le milieu dans lequel les personnages évoluent. C'est pas lourd du tout, ça se lit vraiment bien. En plus, il y a quelques illustrations de Sanoé qui sont extraordinaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais toutes les illustrations qui sont là sont vraiment touchantes. Donc, par exemple, celle-ci. C'est un livre, bon, c'est supposé être pour les 6-10 ans, mais j'aurais tendance à dire 9-12. Puis comme je vous dis, la fin est quand même, ça aborde quand même l'Alzheimer. Donc, c'est sûr qu'il y a un traumavertissement peut-être pour les gens qui vivent ça tout près. Ça peut peut-être aussi agir comme étant quelque chose qu'il va reconnaître. En fait, peut-être ce que vivent à la fois la personne qui est atteinte de la maladie et la personne qui s'occupe de la personne atteinte de la maladie. Par contre, pour les enfants, peut-être que à la fin, comme je vous dis, la partie est un petit peu plus dirigée vers comment on peut approcher les personnes qui sont atteintes de l'Alzheimer. Et puis, juste pour information, mais en fait, l'auteur, Michael Brun-Arnaud, qui est rendu auteur, mais avant, a fait des études en psychologie, puis a travaillé à l'hôpital durant 10 ans. Dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neuroévolutives. Donc, lui, il était vraiment tout près. C'est ce qui fait qu'il saisit si bien qu'est-ce qui se passe. Puis qu'il n'en fait pas un drame, mais en fait, il ne banalise pas, mais il n'en fait pas un drame non plus. Donc, c'est pas un livre dans lequel où on va comme s'apitoyer. C'est juste qu'on voit vraiment concrètement qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a tellement de choses qui sont bien entrelacées à l'intérieur qu'on va vraiment vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça va devenir une aventure, en même temps une aventure au niveau de l'âme humaine, ou puis au niveau de la détresse humaine, entre guillemets, mais sans que ce soit larmoyant. Ben, bien, si on est ému, là, je veux juste vous dire, si vous êtes du genre à être ému, des bonnes chances que vous soyez ému là-dedans. Alors, c'est vraiment, vraiment un coup de cœur tout récent. Puis il s'est ramassé finalement, entre guillemets, il s'est positionné. Ah ben non, je vous ai fait un divulgateur. Ah, ok, bon. Alors, je viens de vous en parler. Je vous ai dit qu'il était à la position 6, mais il n'est pas à la position 6. Alors, à vous de deviner à quelle position il sera. Bravo, Marie-Soleil.
quand même, for the record, la raison pour laquelle je me suis trompée, c'est que dans les titres, il y a le même mot, il y a le mot forêt. Alors, je reprends. Alors, à la position 6, il y a le roman graphique euh, Dans la forêt, adapté du roman de Jean Egland par Lomig. C'est publié chez Sarbacane. Et c'est une histoire très troublante. L'adaptation roman graphique, bon, j'ai pas lu le roman original, mais l'adaptation me semble très bien faite. On est dans un univers qui est un univers visuel qui est tout feutré, un peu, je dirais, éthéré. Pourtant, c'est une histoire qui est quand même assez terrible. Ça se passe, dans le fond, c'est deux sœurs qui vont évoluer dans le bois, alors que comme elles arrivent de moins en moins à aller vers la civilisation. Voyez-vous, ce dont je me souviens, c'est vraiment l'état dans lequel ça m'a mis. Mais je crois qu'il y avait un peu un truc apocalyptique, là. Donc post-apocalyptique, donc il y a vraiment eu un événement en tant que tel. Puis c'est comment elles vont survivre puis essayer de tenter de voir comment elles peuvent faire pour y arriver. Et elles sont dans une espèce de chalet au creux de la forêt. Puis c'est justement comment l'humain réagit à des chocs comme ça, comment l'instinct de survie embarque, comment le lien entre deux personnes peut être fort à ce point-là. J'en dirai pas plus parce qu'en fait, je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup de le découvrir avec l'approche qui est là, qui est, comme je vous disais, le feutré, je pense que c'est le bon mot. Donc, tout en délicatesse, je dirais, en même temps en justesse. Il y a quand même des bouts qui sont assez rudes. Encore une fois, trauma avertissement, là, il y a un moment, sans vouloir dire, je ne veux pas trop en dire, sinon je vais vraiment vous divulgacher, mais il y a un moment de violence. Donc, violence faite aux femmes, disons, si je peux dire. Mais c'est très court et ça fait quand même partie de ce qui va avoir à se passer par la suite. Donc, malheureusement, il n'y a pas quelque chose, c'est pas une question que ça avait sa raison d'être, là, c'est juste une question que c'est pas quelque chose qui est plaqué là gratuitement. Donc, ça fait vraiment comme évoluer, malheureusement, en fait, l'intrigue. Donc, ça m'a vraiment, vraiment touchée. L'univers visuel m'a également beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. C'est très on dirait qu'on entend la forêt à travers cet univers-là. Donc, encore une fois, ça c'est plus quelque chose de très, très, très remuant, mais qui vaut définitivement la peine d'être découvert. Ensuite, en 5e position, alors vous voyez que Mémoire de la forêt n'est pas là encore. En 5e position, on va retrouver quelque chose que j'ai découvert complètement par hasard. Vraiment. J'ai découvert que le frère de John Green écrivait. Oui, oui, Hank Green écrit. Et c'est son fameux opus complètement absurde, mais science-fiction absurde, plein d'actions humoristico bizarres, qui s'appelle An Absolutely Remarkable Thing. Donc, qui a été publié en langue originale chez Penguin, mais qui a également été traduit en français chez De Noël. Donc, si jamais vous voulez, désolée, j'ai des petites bébites de patates dans ma maison. Si jamais vous voulez les découvrir, c'est possible de le faire en français également. Alors voilà, ça se passe, en fait, en effet, c'est un peu ouais, c'est de la science-fiction, ça se passe dans un monde où on a des humains, bien sûr. Et ça se passe à New York. On va y suivre une artiste un peu novatrice qui va découvrir par hasard une espèce de statue étrange dans son retour, en fait, là, du bureau. Et on va finir par apprendre tranquillement que c'est peut-être pas juste une statue. Il y a des phénomènes qui semblent un peu liés à ces statues-là. Et ça va se semer un peu à travers, finalement, la planète. Et cette artiste-là va développer un genre de lien avec cette statue-là, entre guillemets. Et elle et sa colocataire et son ami vont essayer de trouver finalement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils vont finir par trouver que peut-être le phénomène est potentiellement explicable en faisant des recherches et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que sinon, je vous divulgage en fait un peu une partie. C'est quelque chose de très haletant. C'est quelque chose de... C'est prenant. Ça confronte totalement les certitudes. Ça va, disons, au-delà de ce à quoi on est habitué comme réalité. Donc, attendez-vous quand même à avoir à dealer avec des choses qui sont potentiellement inexplicables ou des choses qui sont peut-être scientifiquement inexplicables. Et ça m'a complètement séduit. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Je dirais que pour moi, le tome 1 est complet en soi. Ça se termine sur une fin ouverte, mais le tome 1 est complet en soi. J'ai pas encore lu le tome 2.
Disons que le tome 1 pour moi était tellement un coup de cœur que je crois que j'ai eu peur de ne pas être aussi emportée par le tome 2, donc on verra bien. Mais bref, voilà, il a fait sa marque dans mon top 10 de 2022. Ensuite, en quatrième position, alors vous voyez qu'encore une fois, il y a un petit suspense pour le mémoire de la forêt. En quatrième position, j'ai découvert totalement par hasard un auteur, mais par hasard non, pas du tout. J'avais demandé à l'équipe de la box littéraire, la Cube, de me trouver un roman qui me faisait me sentir comme quand je lis un Daniel Pénac, ce qui était assez particulier comme demande. Et la personne le libraire, la libraire en fait qui m'a trouvé ce titre-là est tombée complètement à pic, non pas à pic, est tombée complètement à point. C'est-à-dire qu'elle m'a fait lire Marraine de Jean-Baptiste Andréa. J'avais vu passer Jean-Baptiste Andréa, c'est un auteur qui est publié chez l'Iconoclaste. D'ailleurs, celui-là également est publié chez l'Iconoclaste. Mais on dirait que j'avais pas nécessairement été interpellée. Marraine, on va y suivre, dans le fond, l'histoire d'un personnage principal qui est un peu jeune de cœur. Je dirais que c'est un petit peu, même si c'est la comparaison s'arrête tout à fait là, mais à sa différence, mais qui est quelqu'un qui a un genre de retard un peu intellectuel. Donc, qui perçoit la vie vraiment à son niveau, à lui, il y a des choses qu'il n'arrive pas à comprendre nécessairement. Et on va le voir prendre la décision de quitter le giron familial parce qu'il a comme un peu oublié de dire que ses parents ne pouvaient plus parce que c'était pas nécessairement évident de vivre avec lui. Là. Il y a quand même des accès des fois de crise un peu et de violence parce qu'il est rendu grand. Donc, des fois, des choses qu'il ne comprend pas, puis ça lui fait faire des crises de panique, puis il peut devenir vraiment incontrôlable. Et il a comme appris un peu entre les branches qu'il allait être placé. Il ne dit pas ça comme ça, mais c'est ça qu'on comprend, nous, comme lecteurs. Et il décide de partir pour prouver à tout le monde qu'il peut être un homme et être autonome. Dans son voyage, il va rencontrer la personne qu'il appelle sa reine, donc une jeune femme qu'il va rencontrer sur son chemin et avec qui il va développer une relation. C'est super intéressant. C'est un monologue parce qu'en fait, c'est vraiment le point de vue du personnage principal. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir, il va vivre des choses, beaucoup de choses quand même assez difficiles, mais à hauteur d'un cœur d'enfant. Donc, il va peut-être pas comprendre l'ampleur de ce qu'il est en train de vivre ou la tristesse ou la cruauté de ce qu'il est en train de vivre. Il comprend ce qu'il peut. Et plus ça va, plus on va se rendre compte que comme on a seulement un point de vue, est-ce que le lecteur comprend vraiment bien la situation? Est-ce que sa reine est vraiment sa reine? Est-ce que la relation est là ou elle n'est pas là? Et la fin est complètement, la chute est complètement un revirement de situation troublant. Traumavertissement parce que je ne sais pas ce que vous allez comprendre de cette fin-là. Justement, je ne vous en parlerai pas, mais c'est possible que ça évoque chez vous, en fait, c'est possible que ça évoque des choses qui sont assez drastiques. Donc, je ne vais pas vous donner de réponse, mais c'est des choses qui sont assez drastiques, pas nécessairement évident à vivre si vous avez déjà une fragilité au niveau de votre peut-être santé mentale. Donc, j'aime mieux vous en parler, mais ça a été une découverte absolument exquise. C'est pas que la plume elle est comme celle de Pénac. Alors, là, pas du tout, parce qu'on est vraiment dans une façon de parler qui est très même niveau parler et non pas soutenu, parce que justement, on est avec le jeune homme qui nous raconte un peu son été. Mais je me sentais comme quand je lisais un Daniel Pénac. Donc, l'émotion que ça faisait ressentir, cette espèce d'hybride où on se côtoie à la fois le drame humain, mais également la beauté des choses simples, également l'acceptation de l'inexplicable et de l'imprévu. Je ne sais pas comment le décrire, mais ça a été complètement réussi. Donc, voilà pour ma position numéro 4. Enfin, on arrive dans notre podium. Alors là, vous pouvez déduire, vu que je vous ai un peu soufflé la réponse, que mon mémoire de la forêt était dans mon podium. Alors, roulement de tambour. En troisième position, alors ce sera Pages and Co de Anna James, le tome 1, Tilly and the Book of Wanderers. C'est une découverte que j'ai faite grâce à Alex Bouquin-Prada et je lui en suis tellement reconnaissante. C'est une série que je ne connaissais pas du tout et qui a maintenant sa place dans ma bibliothèque en vrai. Je l'ai emprunté à la Bibli, mais je me suis empressée de l'acquérir et d'acquérir d'ailleurs les tomes 2 et 3 parce que j'aimerais ça pouvoir les lire. Et dans celui-ci, ce qu'on va retrouver en fait, c'est Tilly qui habite avec ses grands-parents qui tiennent une grosse librairie.
Et la maman de Tilly a disparu soudainement quand elle était jeune sans crier gare. Et Tilly n'a jamais connu son père. Donc, elle a grandi avec ses grands-parents, c'est toujours bien passé, ça a toujours été une grande lectrice, mais c'est sûr qu'elle a quand même des questions par rapport à sa mère et on lui avait toujours dit qu'elle avait eu un accident. Donc, c'est tout ce qui avait été dit. Or, un jour, alors qu'elle lit dans les rayonnages, Tilly va finir par se rendre compte qu'il y a peut-être des phénomènes un peu particuliers qui se passent, c'est-à-dire que elle va voir des personnages qu'elle lit, qu'elle va croiser ça au détour des rayons. Puis à un moment donné, il y a Anne de Anne Amazon Opinion Bar qui va venir lui parler. Puis pendant un moment, elle se dit, mais voyons, qu'est-ce qui arrive? C'est pas normal. Et elle va finir par comprendre qu'elle est en mesure potentiellement, non seulement de voir les personnages qu'elle lit, mais peut-être d'entrer entre les pages des livres qu'elle lit. Alors, je vous en dirai pas plus. C'est bien sûr un roman jeunesse fantastique qui contient énormément d'aventures, mais il y a également une très grosse quête d'identité. Donc, Tilly va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé finalement, parce qu'en apprenant qu'elle est capable de faire ça, elle comprend que c'est peut-être quelque chose qui court dans sa famille, et elle va essayer de savoir de plus en plus qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi l'accident qui est arrivé avec sa mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est son père? Et évidemment, les livres vont lui être d'une grande aide. Pour une grande lectrice comme moi, évidemment, c'est quelque chose qui se passe dans une librairie avec des personnages qui prennent vie, des gens qui peuvent aller dans les livres. C'était le bonheur. J'ai vraiment adoré. Les personnages sont, encore une fois, très bien construits, sont pas en deux dimensions, sont pas clichés. Les grands-parents sont vraiment comiques, ils ont vraiment de l'humour. Et j'ai adoré ça. Je trouve que ça prend pas justement le jeune lecteur pour quelqu'un qui n'a pas la capacité de réfléchir. J'ai trouvé ça super et j'ai juste hâte de lire les autres tomes. Donc voici pour la position 3. Enfin, pour la position 2, eh bien, c'est les fameux Mémoires de la forêt. Donc je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Mais donc, Mémoires de la forêt, qui vient tout juste d'être lu, a quand même réussi à monter toutes ces positions pour se repositionner en position numéro 2. Donc, heureusement, comme je vous disais, que j'ai fini par le lire parce que sinon, ça aurait été triste. Et voilà. Et ensuite, attention, position 1. Ce ne sera peut-être pas une surprise pour beaucoup de monde si vous m'avez suivi sur Instagram. Mais en première position de mon top 10 de mes lectures 2022, c'est le fameux tome 2 de la série Pax. Donc, Pax Journey Home de Sarah Pennypacker, qui a été publié chez HarperCollins, mais qui est également traduit très bien d'ailleurs en français chez Gallimard Jeunesse. Donc, je crois que c'est Pax le chemin du retour en français. J'avais adoré le premier tome. Si vous ne connaissez pas Pax, ça vaut vraiment le coup que vous le découvriez. Et il faut vraiment les lire dans l'ordre parce que sinon, ça vaut pas la peine. Mais le deuxième m'a encore plus convaincue. Puis j'avais vraiment peur de lire le deuxième tome. J'avais peur d'être déçue. Puis finalement, en fait, j'ai encore plus adoré. Donc, on suit l'histoire de Pax qui est un jeune renardeau. Mais en fait, dans le deuxième, en fait, c'est rendu un vrai grand renard là, qui a même une renarde avec lui. Et c'est un renard qui, dans son passé plus jeune, a été élevé par un jeune garçon, et donc comme un peu un animal de compagnie. Donc, il a développé un lien vraiment particulier avec ce jeune garçon-là, mais le jeune garçon a été obligé d'abandonner le renard, son père, son grand-père, mon Dieu, je me souviens plus. Sa famille l'a forcé, dans le fond, à abandonner ça. Fait que là, dans le fond, dans le deuxième, on va suivre ce fameux jeune ado-là qui vit beaucoup de choses difficiles, qui s'est un peu fâché avec sa famille, qui essaie de se débrouiller de son côté, qui rencontre beaucoup de gens qui sont là pour l'aider, mais qui va toujours avoir au fond de son cœur la tristesse d'avoir dû abandonner son fameux renard. Et on va également suivre, c'est ça qui est assez singulier et super bien fait, on va également suivre la vie de Pax, le renard, et à hauteur de renard. Donc, même la façon d'écrire, de, entre guillemets, parler du personnage, c'est vraiment une façon qui est un peu plus comme, pas télégraphique, mais vraiment comme un regard de renard. Donc, il ne va pas non plus partir dans des descriptions incroyables. C'est pas un humain. Il ne voit pas les choses comme un humain. Donc, c'est super intéressant. Et bien évidemment, ça dit Journey Home, donc je ne vous en dirai pas plus, mais ça va être dans le fond une histoire où on va suivre en parallèle l'adolescent ainsi que le renard qui, pour le moment, ne savent pas où sont un et l'autre. Puis on va voir comment l'adolescent va faire évoluer sa quête d'identité tout en essayant de voir qu'est-ce qui pourrait potentiellement s'être passé avec Pax. Et Pax qui est devenu
parent, dans le fond, parce qu'il est avec une renarde, et il y a des renardeaux dont il faut qu'il s'occupe. Dans le fond, va devoir être en mode survie pour une certaine raison et prendre soin et tout ça, découvrir l'amour qu'il peut avoir pour ses renardeaux. Et en même temps, tout en gardant, en essayant de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son ancien, entre guillemets, maître, qui était le jeune adolescent. Alors, écoutez, c'est parfait. Il n'y a absolument rien qui accroche dans ce roman-là. C'est tellement bien écrit, c'est tellement juste, c'est tellement bien dosé. On lit ça et on fait comme en même temps, c'est remuant. Il y a des choses vraiment pas évidentes qui sont vécues, mais c'est tellement bien narré par l'autrice. Je vous dis, ça vaut vraiment le coup si vous avez comme un livre à lire dans les fameux. Le top 3, c'est vraiment les 3 que je crois que vous devez lire absolument dans cette année. Alors voilà pour le top 10. Mais, comme prévu, je voulais quand même faire une petite mention spéciale. Parce que cette année, c'était une année qui a été marquée par ma découverte du genre du cozy mystery que j'avais bien sûr vu arriver tranquillement. Bon, évidemment, je suis une lectrice d'Agatha Christie, donc c'est sûr qu'avec les Miss Marple, on était un petit peu plus dans les cozy mystery. Même chose pour les Hercule Poirot. Mais j'avais vu arriver ça avec les MC Beaton, les Agatha Raisin, tout ça, puis ça m'interpellait plus ou moins. J'avais comme un peu le préjugé que c'était bon, c'était un peu écrit en série, puis c'était un peu commercial, puis je n'avais pas nécessairement le goût de lire ça. Mais cette année, j'en ai lu beaucoup pour différentes raisons et j'ai découvert tout plein de séries. D'ailleurs, merci aux booktubers qui m'en ont fait découvrir énormément. Petite lectrice, Margot Liseuse, Fluent Books. J'en ai découvert plusieurs. Il y en a qui m'ont plu plus que d'autres. Mais je voulais faire une mention spéciale pour 4 séries que j'ai découvertes que j'ai vraiment adorées et que je continue et je vais continuer à suivre. Donc, c'était pas dans mes tops dans le sens qu'ils sont vraiment de qualité, mais ils n'arrivaient pas à se rendre jusqu'à mon top 10, mais quand même. Donc, tout d'abord, il y a la fameuse série des Dale Detective Mysteries, donc les détectives du Yorkshire pour la traduction française. C'est écrit par Julia Chapman. Donc, ça, c'est une des séries que j'ai adorées. On va y trouver le duo d'enquêteurs amateurs Samson et Delilah. Ça va se passer dans un petit village, il va y avoir beaucoup de secrets de famille, beaucoup de non-dits. Il y a également, on est beaucoup dans la vie de ferme, donc c'est toujours un peu ces enquêtes-là qui vont être un peu le prétexte pour qu'on puisse finalement tranquillement en apprendre de plus en plus sur les personnages. Et c'est des romans qui prennent leur temps, donc on va comprendre vraiment beaucoup plus l'évolution des personnages dans tout ça. C'est-à-dire que souvent le meurtre prend du temps avant d'arriver, puis on en apprend quand même plus sur les personnages en tant que tels. Ensuite, on aura la série, en fait, la série des Loveday and Ryder de Faith Martin. Donc, ça a été traduit en français. La première tome, c'est Fatal Obsession. Puis les couvertures sont affreuses en version originale, mais ça a été traduit en français. Puis je crois que c'est le Corbeau d'Oxford le premier. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le découvrir. C'est excellent. Encore là, on va découvrir une jeune policière qui essaie de faire sa place dans un monde d'hommes où on la laisse pas faire grand-chose parce qu'on se dit, bon, ben c'est une fille, elle va genre nous faire du café, puis noter faire les procès-verbaux et tout ça. Ça se passe quand même dans une époque où c'était un petit peu moins connu. Et un ancien chirurgien qui est devenu coroner, qui est en train de vivre le drame d'apprendre qu'il a le Parkinson et qu'il va peut-être devoir, dans le fond, changer éventuellement. En fait, c'est pour ça qu'il a changé de carrière pour devenir coroner, mais il ne veut pas en parler à personne. Donc, il va agir un peu comme consultant impromptu. Puis comme il était coroner, il était quand même mêlé à des enquêtes des fois qui étaient un petit peu des cold cases. Donc, la dynamique entre ces deux-là, qui est la jeune, policière qui n'est pas encore trop sûre dans la vie, qui essaie de prendre sa place mais qui a de la difficulté, et le sage coroner, mais qui est quand même qui est assez exigeant envers tout le monde, mais qui sait reconnaître le talent de la jeune policière. Donc voilà, ça c'est pour Loveday and Ryder de Faith Martin. Ensuite, ben là, vous en avez entendu parler dans les vlogs récents parce que j'ai lu le second tome, la série des Thursday Murder Club de Richard Osman. On va ici suivre une bande de personnes plutôt dans la fin de leur expérience de vie, donc ils sont pas mal tout en haut de 75 ans, qui habitent dans des résidences de personnes âgées pour personnes autonomes et qui vont finir par s'associer à, encore une fois, une jeune policière indirectement,
pour résoudre des meurtres qui se déroulent entre leurs murs. Alors, j'avais lu le premier tome. Le premier tome, faites-vous-en pas si jamais vous le lisez. Ça aussi, Thursday Murder Club, ça a été traduit également en français. Et dans le fond, le premier tome, c'est un tome introductif. Donc, oui, j'ai trouvé que le début était un peu lent, mais après ça, on s'attache vraiment au personnage. Puis le deuxième tome, The Man Who Died Twice, c'est vraiment celui-là, moi, qui m'a fait tomber en amour avec la série. Donc, accrochez-vous si jamais vous la commencez. Et enfin, vraiment une belle découverte, la série écrite par Steven Spotswood, c'est les Pentecost and Parker Mysteries. Donc, c'est deux femmes qui s'associent au début du siècle pour faire une agence de détective privée, donc Pentecost, qui est celle qui était là avant, et Parker, qui est une orpheline, ancienne artiste circassienne qui va finir par se retrouver par être embauchée par Pentecost pour travailler avec elle dans son agence de détective privée. Et Pentecost est caractérisée par le fait qu'elle elle a un esprit totalement vif, mais dans le fond, elle souffre de... Bon, ça y est, je vais pas m'en souvenir. Oh là là, elle souffre d'une terrible maladie dégénérative que je vais vous mettre ici parce qu'évidemment, là, je m'en souviens plus. Et qui fait en sorte qu'elle ne peut jamais savoir du jour à l'autre si elle va être capable de marcher ou pas. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, mais c'est quelqu'un qui est totalement capable de fonctionner au niveau de son cerveau sans aucun problème. Et Parker, c'est vraiment quelqu'un, une femme de terrain, là, absolument merveilleuse. Donc, j'adore cette série-là également. Les personnages sont intéressants. Encore une fois, on est vraiment plus dans des personnages qui repoussent les limites de la société. Une société qui refusait que les femmes prennent leur place. Donc, voilà. Donc, c'était mes mentions spéciales pour la découverte que j'ai faite cette année des Cozy Mystery. Ce sont vraiment les 4 séries que je crois que vous auriez du plaisir à découvrir si jamais ça vous tente de tenter le coup. Alors voilà, c'est quand même assez conséquent. J'espère que ce petit top 10 ainsi que mention spéciale vous a plu, que vous avez peut-être noté des petites suggestions de lecture. J'espère surtout que vous avez eu une année 2022 riche en lecture et que la 2023 sera pour vous vous plaire au niveau littéraire. Peu importe que ce soit, peu importe votre rythme de lecture, je crois que l'important c'est vraiment de garder le plaisir au menu et c'est ça que je vous souhaite pour 2023. Alors écoutez, je vous souhaite un superbe début d'année en espérant que vous êtes auprès de gens que vous aimez. Et puis, je vous dis à tout bientôt!